Bonjour. Alors, je viens un peu au pied levé remplacer Marion. Marion qui devait vous présenter comment évaluer les capacités cognitives des personnes en fin de vie. Alors, je suis infirmière, je ne suis pas psychologue, donc ça, je ne sais pas le faire. Donc, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis infirmière sur l'équipe mobile de gérontopsychiatrie. Je me déplace dans les EHPAD à leur demande, en général pour des situations de troubles du comportement, mais dans nos compétences, nous avons aussi, on vient aussi en soutien aux équipes des EHPAD pour des choix de passage en soins palliatifs pour les patients. Et donc c'est pour ça que je pensais pouvoir apporter quelque chose sur cette journée, en tout cas concernant les patients qui ont des maladies neurodégénératives et qui peuvent avoir effectivement des comportements hors normes. Quand je fais l'évaluation d'un résident, je ne m'intéresse pas à ses capacités cognitives comme on peut les mesurer dans un MMS ou dans une MOCA. Moi, je m'intéresse aux capacités préservées. Qu'est-ce que la personne est capable de faire dans tous ces champs de compétences, pas cognitives. C'est en ça que, même si je travaille toujours étroitement avec la psychologue dans les EHPAD, notre approche est différente. C'est pour ça que je ne pouvais pas présenter la même chose que Marion aujourd'hui. Donc mon objectif, c'est de connaître la personne, son histoire de vie, ce qui fait qu'elle est venue en institution, quelle est l'histoire de sa maladie et ce qui fait qu'actuellement elle est dans cette situation et qu'il faut savoir si on passe en soins palliatifs ou pas. Et puis très rapidement vient la question de quelles sont ces manifestations hors normes qui dérangent, parce que c'est souvent pour ça qu'on me sollicite. Voilà. Alors, ma question, c'est savoir ce que la personne... En fait, dans notre évaluation, c'est de savoir si la personne est capable d'entrer en communication avec l'autre et de dire finalement ce qu'elle ressent, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, et est-ce que... Souvent, c'est ce que demandent les équipes, est-ce que sa parole est viable ? Souvent, c'est ça, dans ces situations un peu limites. Alors, pour moi, toutes les personnes ont des capacités préservées, quel que soit le stade de leur vie, quel que soit le stade de la maladie, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, tout individu a des capacités préservées. En général, mon activité au sein de l'équipe mobile de gérontopsychiatrie, c'est de mettre en place des thérapies non médicamenteuses, et donc je fais le bilan des capacités dans 4 domaines. Alors ça, certains vont reconnaître, si certains ont été formés à la méthode Montessori, ils vont reconnaître ces 4 domaines. Les personnes qui ont fait des formations aux thérapies type Snooze-Hélène peuvent aussi reconnaître ces domaines, puisqu'on est obligé aussi de les évaluer pour mettre ça en place. Et ceux qui plus anciennement ont fait des formations sur la validation de Naomi Field reconnaîtront aussi ces 4 domaines. Parce que finalement, on a toujours besoin de ça. Savoir de quoi la personne est capable. Voilà. Elle est toujours capable d'exprimer quelque chose. Parfois, c'est plus par les mots, mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas de capacité. Dans une situation de fin de vie, toute personne est capable de comprendre ce qui se passe avec les moyens qui lui restent. Effectivement, si elle n'est pas capable d'entendre qu'on ne peut plus rien faire pour elle, que la situation est finale, elle est capable, par exemple, socialement parlant, elle est capable de se rendre compte que les personnes qui sont autour d'elle modifient la manière dont elle l'aborde. Et dans ses capacités sociales, elle est capable de reconnaître à ce moment-là que sa situation est terminale. Dans ses fonctions motrices, même si elle n'est pas capable
d'exprimer ses souhaits, de se lever, de faire quelque chose, d'être en activité, le fait qu'on la lève moins, que comme elle est plus fatiguée en soins palliatifs, eh bien, on ne va pas la mettre forcément dans la salle à manger avec les autres. Elle est capable, dans ses capacités motrices, de se rendre compte qu'il y a un changement et que sa situation n'est plus la même. Sensoriellement parlant, nous, soignants, on a tendance à modifier notre rythme auprès de ces résidents quand ils sont dans ces situations. Et forcément, dans ses capacités sensorielles, elle va comprendre que sa situation est différente. Parce que le rythme avec lequel on la prend en charge n'est plus la même, n'est plus du tout le même. Voilà. Et que faire quand la personne n'est plus capable d'exprimer exactement ce qui lui manque, quel est le besoin qui n'est pas assouvi, qu'est-ce qui lui fait peur, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas, qu'est-ce qui l'angoisse. Voilà. On fait un peu comme on ressent les choses en fonction, mais la personne en face de nous, alors je n'aime pas du tout, mais pas du tout le terme de trouble du comportement. La personne, face à cette situation qui provoque de l'angoisse, qui provoque de l'anxiété, va développer des stratégies d'adaptation. Des stratégies d'adaptation parce que même si avec les mots elle ne peut pas le dire, émotionnellement, elle ressent et elle peut montrer quelque chose. Alors, effectivement, ces stratégies peuvent être hors normes par rapport à la situation que l'entourage ressent. Voilà. Mais ces stratégies sont toujours en rapport avec ses capacités, avec son histoire de vie. Il faut savoir que l'environnement, nous, acteurs de soins, les familles, la manière dont on aborde la personne à ces moments-là façonne la stratégie d'adaptation de la personne qui est dans cette situation. Ce qui est important, après la question de savoir comment est-ce qu'on traite ces troubles, est-ce qu'on considère que ces troubles sont liés à son déficit cognitif? Est-ce qu'on met en place un traitement? Est-ce qu'on met en place une sédation? Est-ce qu'on arrête les soins? En fonction des stratégies d'adaptation, je pense que l'indispensable, c'est vraiment de travailler en équipe pluridisciplinaire, que chacun puisse exprimer la compréhension qu'il a de ces attitudes hors normes. Est-ce que finalement, cette attitude hors norme est efficace pour cette personne pour faire face à cette nouvelle situation? Est-ce que cette stratégie d'adaptation est trop dérangeante pour les autres résidents, par exemple dans les EHPAD? Est trop dérangeante peut-être pour les soignants qui ne comprennent pas. J'ai entendu ça aussi. Alors attention, parce que là, je ne parle pas des troubles qui apparaissent comme dans le délirium palliatif. Parce que chez les patients qui ont des maladies neurodégénératives, on voit vraiment la différence entre les troubles du comportement, enfin, ces stratégies d'adaptation qui ne sont pas adaptées dans l'environnement dans lequel elles sont, et cette période où effectivement il y a ce délirium palliatif, même s'il y a des gens qui, cognitivement parlant, sont très altérés, comme ils ont des capacités préservées, en tout cas sur mes évaluations, je peux voir la différence entre ces attitudes hors normes qui sont liées directement au déficit cognitif et ce délirium palliatif. Il y a vraiment quelque chose de totalement différent. Ce qui est important, c'est que vraiment, c'est la discussion pluridisciplinaire, savoir qu'est-ce que l'on traite et à qui va apporter le bénéfice du traitement de ces stratégies hors normes qu'a développé la personne, pour éviter en fait d'interpréter. C'est surtout ça qui est important pour ces patients qui ont des troubles cognitifs.
Alors, souvent, ce qui gêne, souvent, ce qui pose problème, souvent, ce qui mène en place la discussion, c'est dans les attitudes hors normes, ce sont les cris. Ce moment où, en fait, on a du mal à savoir si ce patient qui a des troubles cognitifs, qui, avec ses mots ou avec nos mots, ne comprend pas ce qui se passe, se met à crier dans certaines situations. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Aucune. Ça peut être tout un tas de choses. L'anxiété, ça peut être de la peur, ça peut être de la solitude, ça peut être de la soif, ça peut être 1 million de choses. Ça peut être aussi de la douleur. Il existe, voilà, ça ne peut être qu'une discussion pluridisciplinaire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, pour moi en tout cas, systématiquement, il y a une raison. Un individu a toujours des capacités préservées et quand il développe une stratégie d'adaptation, c'est parce qu'il doit faire face à quelque chose. Et donc il faut trouver quel est ce quelque chose pour comprendre pourquoi il a cette stratégie-là. Alors il existe cette fiche des clics, elle avait été présentée déjà par le docteur Léglise, le médecin avec qui je travaille sur l'équipe mobile. Ça ne concerne que les cris, mais c'est juste pour vous présenter, vous montrer un exemple de démarche, de discussion pluridisciplinaire par rapport à un trouble dérangeant, la manière dont on réfléchit pour savoir qu'est-ce que l'on peut mettre en place. Il manque la dernière. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour illustrer mon propos, je voulais juste vous présenter un cas clinique. Le dernier qu'on a eu sur ce type d'intervention, c'est Lucie. Lucie a 87 ans. Elle a une maladie neurodégénérative d'origine vasculaire, on suppose, sévère. Le MMS, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. C'était impossible. Elle ne sait pas son âge, elle ne sait pas trop où elle est, non du tout, mais par contre elle rentre vraiment en communication avec les résidents. Voilà. Et donc on a été sollicité par le médecin traitant et par le médecin du secteur de dialyse qui s'occupe de cette dame. Pourquoi ? Parce que cette dame, elle le crie. Et que le ressenti de l'équipe qui la reçoit en dialyse, c'est que cette dame, elle est vraiment très, très, très mal, en mal-être, que finalement, même après la dialyse, somatiquement parlant, il n'y a pas grande amélioration. Sur les bilans sanguins, ça ne montre pas grande amélioration. Et en plus, pendant les dialyses, elle crie. Parfois même, elle hurle, ce que disent les soignants de la dialyse. Et donc, la question, c'est du point de vue, en tout cas, de l'équipe de dialyse, est-ce que finalement, ces dialyses 3 fois par jour ne sont pas de la thérapie déraisonnable ? Si on se penche du côté de l'EHPAD, alors effectivement, c'est vrai. C'est vrai que quand elle revient de la dialyse, cette dame, elle est très, très, très fatiguée. C'est vrai que des fois, elle ne veut pas se coucher. Mais, souvent, quand elle entend la musique en bas, parce que le chanteur est venu à la salle d'animation, elle veut se lever et descendre. Et puis qu'elle communique. Alors c'est vrai qu'elle a des idées délirantes. C'est vrai qu'elle a des idées délirantes. Mais quand elle n'a pas envie d'aller se coucher parce qu'il y a encore la musique au salon, clairement, elle dit qu'elle ne voudra pas aller se coucher. Alors même si ses capacités cognitives sont très altérées, c'est quand même quelqu'un qui est capable de dire ce qu'elle veut. Et donc, je suis allée rencontrer cette dame. Je suis allée la rencontrer et donc, c'était juste après, elle revenait de dialyse. Donc, elle était contente que je vienne la voir, elle aime bien avoir du monde. Elle me dit, je suis fatiguée, là, je suis très fatiguée, mais vous inquiétez pas, hein. Dès que je me repose, je vais me reposer et dès que j'irai mieux, je continuerai à travailler parce que j'ai beaucoup de travail. J'ai dit, mais le moral, ça va ? Elle me dit, oui. Le moral, c'est impeccable. Je ne souffre pas. De toute façon, quand on ne souffre pas, le moral, ça va toujours bien. Mais je suis fatiguée. Je suis très, très, très fatiguée. Mais j'ai du travail. Les enfants, la maison, il faut que le repas soit prêt. Dès que je suis reposée, je me lève. Je dis, oui, vous êtes fatiguée parce que vous avez fait la dialyse. Vous faites de la dialyse 3 fois par semaine. C'est fatigant, non ? Est-ce que c'est fatigant pour vous, ça ? J'ai fait la dialyse aujourd'hui. C'est ce matin ? Je ne m'en souviens pas. Ah, c'est fatigant pour vous, la dialyse. Elle me dit, oui, c'est fatigant. Mais mon médecin m'a toujours dit
que si je ne faisais pas la dialyse, j'allais mourir. Et j'ai trop de travail. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc c'est fatigant, je me repose, mais après je retourne travailler. C'est l'exemple typique. Ça pose question parce qu'effectivement, quand les personnes qui la reçoivent pour la dialyse ne sont pas les personnes qui s'occupent d'elle au quotidien. Voilà. Donc effectivement, dans cette situation-là, elle peut sembler inconfortable, elle crie, elle hurle, ça peut sembler très difficile pour cette équipe-là de la recevoir dans ce cadre-là. En plus, imaginez le contexte, je ne sais pas si certains connaissent les locaux de l'endroit où on fait les dialyses. C'est pas toujours simple, il y a quand même une promiscuité parfois entre les différents patients. Mais si on se place du point de vue de la résidente, il y a quand même un élan vital et c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est capable de dire, même avec ses troubles cognitifs, que ce qu'elle veut, c'est continuer à vivre pour faire ce qu'elle a à faire et que finalement, éthiquement parlant, en tout cas, on ne peut pas décider de la passer en soins palliatifs et d'arrêter ses dialyses. En tout cas, au sens de l'équipe mobile de gérontopsychiatrie. Voilà. Je vous remercie.